On va commencer par le début. C'est ce que m'a suggéré un des deux chroniqueurs juste avant qu'on commence à enregistrer. C'est vrai que finalement, c'est pas idiot de commencer l'épisode 430 par son début. Voilà. C'est souvent bien comme ça de commencer avec un début, un générique de début, et avec deux chroniqueurs une fois de plus cette semaine. D'un côté, nous avons la Suisse, représentée par Thierry, qui est de retour. Salut. Eh oui, malade, jet-lagué, mais content d'être ici. Il a ramené un petit virus à Merloc. On appelle ça un Trump. De l'autre côté, nous avons Aurélien. Bonjour Aurélien. Qui n'a rien, il est pas malade. Il est pas malade, tu le sais. Non, la France est à l'arrêt, mais sinon. Oui, non, mais c'est vrai. Il a une toute petite macronite, mais c'est pas grave. On avait dit qu'on parlait pas politique dans ce podcast, s'il vous plaît. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter ce podcast Les Technos ou de nous regarder en vidéo, ce qui est tout à fait possible également, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Merci de tout cœur. D'ores et déjà, on vous remercie aussi de mettre des pouces si vous en avez l'occasion sur YouTube ou des étoiles dans une application de podcast pour signaler simplement que vous avez bien aimé. Ça nous permet aussi, peut-être, on l'espère, on le souhaite, ça dépend un peu des algorithmes, à se faire un petit peu connaître d'un plus grand nombre encore de foufous comme vous et qui ont aussi envie d'avoir une information technologique un petit peu différente que celle qu'on vous propose d'habitude dans les autres podcasts. On joue entre guillemets la carte de la complémentarité avec une revue de presse que nous allons découvrir dans un court instant. Mais avant la revue de presse, Aurélien voulait nous parler d'un bouquin qu'il n'a pas lu ou pas en entier, ou en tout cas dont voilà, et il va se mettre dedans dans pas très longtemps, parce que le titre t'a titillé, me semble-t-il, c'est Python. Et Python, c'est un langage informatique dont on a un petit peu parlé déjà chez nous, évidemment, forcément, hein, c'est un peu incontournable. Un bouquin de Nathalie Azoulay. Dis-nous en plus. Donc Nathalie Azoulay, qui est journaliste, vient de sortir un livre qui s'appelle Python aux éditions POL. Alors c'est un roman, donc déjà c'est romancé, mais c'est son histoire un peu d'une femme quinquagénaire qui souhaite comprendre ce qu'est le monde des codeurs. Et en quoi ces codeurs aujourd'hui, on le sait, hein, puisque tout ce qui nous entoure, derrière il y a du code, et souvent du Python. Ce que ce monde des codeurs, comment ce monde des codeurs fonctionne, quels sont les codes, comment on y rentre. Et donc elle s'est immergée dans une communauté de codeurs pour essayer d'apprendre à coder. Voilà, femme quinquagénaire qui apprend à coder, c'est quand même pas banal. Et d'essayer de comprendre un peu leur fonctionnement, leur mode de vie, leur philosophie, comment on peut être... elle est fascinée par ces lignes... avec ces ponctuations, ces couleurs qui défilent devant leurs yeux 8 heures, ces méthodes qui défilent devant leurs yeux 8 heures par jour et qui servent à faire quoi. Et il y a toute une réflexion sur ce monde-là, une réflexion sur la place de ces gens dans la société qui est de plus en plus importante, une place qui, on sait que ces algorithmes développés par les codeurs gèrent un peu tout ce qu'il y a dans votre smartphone, tout ça. Elle les compare un peu, cette communauté, aux scribes de l'époque, de l'Antiquité, qui écrivaient une langue que pas des grands mondes n'arrivaient ne connaissaient. Et donc, donc ça touche à de la tech, c'est un roman, je vous en informe. Et je pense que si vous êtes un peu geek ou si vous vous intéressez un peu à l'aspect philosophique du monde informatique, c'est une chouette recommandation. Exact, je pense aussi, pour avoir lu les bonnes feuilles, comme on dit, en tout cas les avoir parcourues. C'est aux éditions POL, moi personnellement je connais pas. POL, hein, c'est ça. C'est pas un gros éditeur, mais ça se trouve. Non, mais peu importe.
n'importe quelle Fnac. Une bonne librairie, parce que on en parlait justement en off. Elle était de passage, mais j'ai appris un peu tard, la veille de l'enregistrement à Bruxelles, et elle est pour l'instant en tournée, comme on dit, si on peut dire ça comme ça. C'est pas un groupe de rock, hein, mais dans différentes librairies en promotion, voilà, pour différentes conférences, peut-être des autographes et des choses comme ça. Donc on vous mettra le lien, évidemment, on vous le met dans la description de cet épisode, et comme ça vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. Python, ça s'appelle Nathalie Azoulay. On passe à notre abécédaire, qui commence avec la lettre C. C comme, alors attendez, cacahuète, cochon, CES, tiens, bon, comme par hasard, CES qui s'est clôturé le 12, hein, c'était samedi dernier, Thierry, tu es revenu directement après, t'as pas attendu, parce qu'il n'y avait plus rien à faire de toute façon, après ce CES, tu vas nous parler de ce CES qui renoue avec les éditions que tu as traitées avec, entre guillemets, d'avant quoi, d'avant sans doute le Covid, par exemple, hein, déjà, parce que c'était pas heureux. Juste avant de parler justement de ce CES, un invité CES dans cet épisode, puisque au terme, enfin, en deuxième partie de ce podcast, vous le savez, nous avons un dossier maintenant, hein, après la revue de presse, et tu as rencontré un start-upper helvétique, et tu as rapporté de Las Vegas l'interview, Thierry. Exactement. Je pourrais commencer cette chronique en vous chantant du Sardou. Ne m'appelez plus jamais, pas France, mais Suisse. CES. Non, je balance une pique à mes collègues journalistes, puisqu'effectivement, j'ai eu la chance d'être accrédité spécial, renvoyé spécial pour les technos à Las Vegas pour cette édition 2024. J'étais assez fier d'arborer les technos sur mon badge média. Et en fait, il semblerait qu'il y ait peu de journalistes qui lisent les recommandations qu'on nous transmette, puisqu'effectivement, on ne doit plus expliquer les 3 lettres par CES pour Consumer Electronics Show. C'est fini. Cette année, on fêtait les 100 ans de la CTA, qui avait un autre nom à l'époque. Hein. Il y a 100 ans, on faisait une grosse exposition sur des vieilles radios. Enfin, à l'époque, elles étaient neuves, hein, forcément. Et c'était les prémices de ce qu'allait être plus tard ce grand rassemblement autour de la technologie. C'est drôle, puisqu'en 1924, cette exposition avait réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, ou en tout cas plus de 10 000 personnes, j'ai plus les chiffres en tête, pour des postes de radio que très peu pouvaient s'offrir. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir comment l'évolution s'est faite sur ces années. Alors, Gary Shapiro nous a dit: je veux viser tant et tant d'exposants, tant et tant de visiteurs. Il y est quasiment arrivé, puisque, voilà, comme je le mets dans ce titre, renouer avec les versions de l'avant, c'est-à-dire renouer avec l'affluence, avec le nombre d'exposants importants. J'ai partagé pour vous, pour cette première chronique, quelques liens pour mieux vous immerger, même si on en a parlé dans un épisode précédent, sur l'histoire du CES. Cette année, c'était l'occasion de mettre en avant les 100 ans de la CTA, la Consumer Technology Association, qui gère effectivement cet event, qui est devenu gigantesque, puisque avant, on a pratiquement atteint les 180 000 visiteurs, plus de 4 000 exposants. Là, on est sur une édition qui est pas mal quand même, puisqu'on a dépassé les 115 000 visiteurs. Il y a des chiffres un peu contradictoires, mais enfin bref, on est revenu à une version normale, le Covid est passé, et on se consacre... Un millier de startups, ce qui est quand même exceptionnel. Ça, c'est vraiment un des succès du CES de ces dernières années, c'est d'avoir intégré les startups et ces nouveautés. Enfin, là, on n'est plus dans le gadget comme ce fut le cas à une époque. Quoi qu'on a quand même eu il y a quelques années la fameuse patate, la smart patate, française, dont tout le monde continue à parler. 4 ans ou 5 ans après, on continue à en parler. La patate électrique, ça c'est un petit peu révolu, et on est maintenant sur des startups, et on l'entendra d'ailleurs en deuxième partie, comme je le disais, qui ont des idées de produits, mais vraiment innovants et avant-gardistes, quoi.
C'est ça. On est vraiment sur de l'abouti, sur des véritables outils tout à fait tangibles, sur des solutions concrètes. On est sorti un petit peu de la foire l'épine, je sais plus comment ça se dit, oui. Tu me corrigeras, Aurélien. Le concours l'épine. Le concours l'épine, voilà. Le concours l'épine. Voilà, et concours d'inventeurs. Et puis aussi, on voit les pays qui redoublent. Alors pour ceux qui ont l'image, vous voyez les awards. Cette année, c'est incroyable le nombre de projets qui ont été récompensés, soit nominés, soit gagnants. On voit l'importance maintenant incontournable de passer cette rampe de cette première sélection pour pouvoir être remarqué par les médias, les investisseurs. Donc je vous le disais, les pays sont présents en force. J'ai été épaté par des nouveaux venus. Il y a la Roumanie, alors eux ils étaient pas à l'étage des startups. On a la Turquie qui est venue avec 2 stands, qui a sorti une voiture électrique. On a toujours historiquement les Hollandais qui sont en prompt renfort avec leur pavillon orange. Les Suisses étaient parés de jaune. Et, grande nouvelle, ils avaient un 2e pavillon à l'étage du dessus, et les Italiens ont pris encore plus de place. Les Israéliens étaient avec un pavillon un peu plus modeste, on peut comprendre par rapport aux événements actuels. Mais ce qui est fou, c'est le nombre de nominés, le nombre de projets qui ont été récompensés, ou en tout cas identifiés. Pour la petite histoire, il y a un endroit où on peut visiter, on peut voir ces produits, ces technologies mises en avant dans une aile du CES. Mais en fait, on n'en voyait que 150 parce qu'il y en a beaucoup plus cette année. Ah oui. Et il y a des choses qui tiennent la route. Donc voilà, c'est reparti comme en 14, c'est reparti comme avant. Comme en 24. Donc En comme 40. en 24, ouais. En 40, l'année 80. Donc belle édition, j'en reviens avec la tête et plein de bonnes idées et puis les yeux qui pétillent. Et puis j'ai décidé de ramener un petit rhume, voilà, tant qu'à faire. Voilà, en plus. Pour exporter des trucs. Si vous ne l'avez pas encore vu, encore sur place, il n'avait pas encore fait le chemin, bien fatigué, hein, on sent la fatigue dans la voix. Tu nous as partagé ton album photo justement des innovations awards, en tout cas ceux qui étaient nominés, de quelques-uns d'entre eux en tout cas, que l'on retrouve d'ailleurs dans effectivement cette page que tu nous partages, qu'on retrouvera dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette courte vidéo, une quinzaine de minutes, je pense, quelque chose comme ça, dans laquelle tu parcours. Mais voilà, vous pourrez vous rendre compte par vous-même également. Avec ce lien supplémentaire. La liste est interminable, évidemment, sur les Innovation Awards. Ce sont les nominés, hein, ils n'ont pas tous gagné des prix, il faut le signaler au passage, mais il y a des trucs là-dedans, rien que visuellement, qui tout d'un coup, tiens, on lève le nez et on regarde. Alors j'ai écouté également nos confrères podcasteurs tech, Jérôme Colombin, Bruno Guglielminetti et autres, qui ont également partagé beaucoup d'infos. Et en général, c'est ça qui qui est l'exemplaire de la richesse de cette année, c'est que ils avaient tous des sujets différents à proposer, d'égale valeur, j'ai presque envie de dire. Il y en a un qui est revenu régulièrement, et on en reparlera un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais pour le reste, ils avaient tous des coups de cœur relativement différents, ce qui est de bonne aloi, j'ai envie de dire. Je pense qu'effectivement, même vu de loin, vu d'Europe, c'était une belle édition et qui va peut-être marquer quelque part un renouveau du CES qu'on avait cru être très moribond à un moment donné. Il faut s'en rappeler. Aurélien a peut-être une remarque à formuler, un commentaire à faire, une demande particulière. Non, pas spécialement. Non. D'accord, ok, voilà, ok. Tu as un petit biscuit, un petit café, un petit quelque chose, non rien. Ok, bon, parfait. Je pense qu'on a fait le tour, Thierry, de ce sujet. Allons-y. B, la lettre B comme Betavolt. Tiens, qu'est-ce que c'est donc ? Oui, Betavolt. La lettre B qui est bien sûr après le C de CES. Hein. Oui, c'est ça. C'est fabuleux, non, mais ça, c'est pas nouveau. Ça, on a déjà fait le coup mille fois. Et ça, c'est parce que Thierry, quand il ne vole pas les sujets des autres, leur vole leur place, tout simplement, en se disant « Je veux être premier, je serai premier. » Voilà. Non, mais c'est le décalage horaire. Parce que le reste de l'abécédaire est du même acabit, hein, je vous le dis tout. C'est un abécédaire, on n'a jamais dit qu'il devait être dans l'ordre. C'est vrai. Bref. C'est voilà. B comme Betavolt, on aurait pu le mettre à V comme Betavolt aussi, hein, une batterie avec
50 ans d'autonomie. Je n'y crois pas un seul instant, Aurélien, explique-moi ça. Oui, alors, oui, je suis d'accord avec toi. Ça ressemble à un titre pour te faire cliquer. Mais il n'empêche que là, quand même, si on creuse un peu, c'est une start-up chinoise donc, qui s'appelle Betavolt et qui clame, je vais rester très factuel, avoir mis au point une batterie nucléaire. Alors, je me suis dit, je suis pas sûr que demain, je vais mettre dans mon smartphone une batterie nucléaire que je vais mettre dans ma poche. Mais après étude de plusieurs articles, ils ont bien mis au point une petite batterie. C'est comme les crèmes quantiques. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Donc, une petite batterie qu'ils appellent le BV100, qui fait 15 mm par 15 mm par 5 mm. Donc, vous voyez, je sais pas, ça fait même pas une pile pièce bouton, de monnaie, quoi. Ouais, c'est ça. Même pas une petite pile bouton, hein, c'est tout petit. Ouais. Qui, donc, pourrait délivrer de l'énergie, alors je vais y revenir après, hein, j'ai fait des calculs, pendant une durée de 50 ans. Alors, comment ils font ? Alors, quand on dit ils pourraient délivrer de l'énergie, déjà, vous excitez pas, c'est 100 microwatts. Donc, c'est vraiment une toute petite énergie, mais il n'empêche, pendant 50 ans. Donc, je sais pas, vous prenez... vous prenez n'importe quel dispositif IoT qui a besoin de sortir, je sais pas moi, une data tous les 2 jours, 100 microwatts, ça doit suffire. J'ai pas fait le calcul, mais ça doit suffire. Alors, ils se servent donc d'un isotope du nickel, 63, qui se désintègre, tout petit peu par petit peu, avec des semi-conducteurs en diamant, et qui fournit l'énergie. Ils disent que c'est beaucoup moins dangereux qu'une réaction nucléaire au plutonium, et qu'ils ont déjà fait des certifications et des risques comme quoi cette batterie ne serait ni inflammable, il n'y aurait pas de risque d'inflammation ni d'explosion dans une plage de température de moins 60 à plus 120. Donc déjà, ils ont déjà fait. Et donc, ils annoncent 50 ans, pendant 50 ans, la batterie est capable de sortir, je vous ai dit, 100 microwatts. Alors ça m'a surpris, mais j'ai quand même poussé le truc. J'ai cherché à faire des calculs pour savoir une batterie lithium-ion, on va dire lithium, peu importe, on va générique, de grandeur. On est à peu près de 200 à 700 Wh par litre. Vous prenez un volume d'1 litre, vous êtes à peu près de 200 à 700. Alors j'ai calculé 100 microwatts. D'ailleurs, dites-moi si j'ai fait des erreurs, parce que je ne suis qu'un homme. 100 microwatts pendant 50 ans, ça fait 43,8 Wh. Et donc j'ai fait le calcul de 15 par 15 par 5 mm. Et j'obtiens, voilà, je prends le volume, je convertis tout ça en litres, et j'obtiens 39 000 Wh par litre. Donc il y a quasiment un facteur 100 en termes de densité énergétique, il y a quasiment un facteur 100 entre les batteries qu'on connaît et ces batteries-là. Alors, moi j'ai calculé un facteur 100, il y a l'article de Géo que je vous ai mis en lien qui dit facteur 10. Alors, à voir, écoutez, j'en sais rien. Maintenant, on a chroniqué ces dernières années N articles où on vient mettre de la poudre de perlmutter, mais des électrodes solides, on change la nature des électrodes, du liquide, du machin. On fait plein de choses sur les batteries, mais du bois, on l'a eu. Voilà, la batterie en bois. C'est vrai. Je crois que c'était c'est pas le transistor en bois. Ah oui, il y a eu le transistor. Mais je pense qu'il y a eu aussi une époque d'une batterie. Enfin, peu importe. À vérifier. Mais en tous les cas, on bute sur la batterie, on bute sur un phénomène physique, et je pense que de toute façon, on s'en sortira pas et il faudra une innovation de rupture pour passer ce gap. Est-ce que l'innovation de rupture, c'est le nucléaire ? J'en sais rien. Mais en tous les cas... La question que je me pose, c'est que pourquoi avoir fait une batterie d'un si petit volume tu vois, et pourquoi ne pas avoir directement fait une batterie, entre guillemets, d'un volume relativement classique ? Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité ou parce que technologiquement, ils ne sont pas encore tout à fait au point et qu'ils arrivent à produire l'effet dans la miniaturisation enfin voilà, est-ce que c'est une contrainte technique, cette miniaturisation ? C'est ça que je me pose. Vous regarderez les articles, c'est vraiment un petit parallélépipède de 15 par 15 par 5. Moi, je compare ça à une cellule
cellules. Hein, vous connaissez les batteries de vélo, de voiture. Là, en l'occurrence, il faut justement la mettre en batterie, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Donc de toute façon, la technologie lithium-ion, on a des cellules, on a différents formats. Bien sûr. Souvent, elles sont cylindriques. Maintenant, on sait qu'il y a des nouvelles types de cellules qui vont sortir avec un format beaucoup différent, parce que quand on met des cellules cylindriques dans un pack, on les met en quinconce, mais on perd du volume. Et ça pose problème. Donc là, ils sortent. Moi, je compare ce petit bloc à l'équivalent d'une cellule d'une batterie lithium-ion. Donc, je pense que voilà, pour augmenter la tension, on va les mettre en série. Pour augmenter la capacité, on va les mettre en parallèle. Oui. Et puis voilà. Okay. Mais voilà, tout comme on fait un pack avec des. Mais en tous les cas, je trouve que c'est pas une annonce comme ça. Il y a plusieurs articles qui en parlent. Géo. Je suis d'accord. C'est moins perlimpinpin que ce qu'on peut rencontrer d'habitude. Par contre, dès le moment où tu le sais bien, hein, pour le grand public, tu mets le mot nucléaire dans un terme. D'ailleurs, on a tous les trois fait. On a fait. Hein, aïe. Ça devient compliqué pour beaucoup de gens. Ça devient. Oui, c'est bloquant, quoi. Voilà. Et donc, il va falloir faire un peu d'éducation autour de ça, si ce type de produit suit son cours. Garder son iPhone 15 pendant 50 ans, je sais pas. On va revenir à la batterie interchangeable, pas pour changer la batterie, pour changer le smartphone. Regarde, on en reparlera dans d'autres sujets, là, dans les sujets qui viennent. Mais imagine les usages, comment ils vont changer si on n'a plus ce chargeur, ce cordon. Ces normes USB-C, ces machins, mais à tout niveau, mais on le sait bien, c'est ça, vraiment. Ça va casser un certain nombre, énormément, mais ça va changer énormément de choses dans les usages. Parce que c'est la question de l'autonomie, hein, on est bien d'accord. Quand on parle de voitures électriques ou de véhicules électriques de manière générale, c'est pas tant la puissance, parce que ça a fait ces démonstrations, etc. C'est l'autonomie qui est remise chaque fois en avant par ces détracteurs. C'est de dire, mais moi je suis transporteur routier, je fais X heures de route, ça ne tiendra jamais, je suis commercial, je suis sur la route tout le temps, ça ne peut pas fonctionner, etc. Alors que là, ça fait taire déjà tous ces détracteurs-là, ça ouvre des perspectives, quoi. Clairement, en termes commerciaux, et puis aussi en termes écologiques, parce que 50 ans sans devoir régénérer des piles, etc., ça pose aussi question, quoi. Ok, bon, chacun se fera son opinion, puisqu'on met les articles dans la description, les liens, comme on le fait à chaque fois, nos sources sont dans la description de cet épisode. Vous irez jeter un petit coup d'œil, et vous nous en donnerez des nouvelles, si vous le voulez bien, dans les commentaires de cet épisode. Ça ne nous ressemble pas du tout. La lettre I, comme intelligence. C'est une mise en abîme un petit peu particulière que nous propose Thierry. Quand l'intelligence artificielle est à toutes les sauces au CES, c'était un peu... Et je pense que les journalistes qui chroniquaient sur les médias traditionnels n'osaient même plus le dire, que l'intelligence artificielle était partout, et certains se sont raccrochés à cette vieille image qu'on a du CES, mais pourtant qui est bien présente, c'est les écrans transparents, pour parler un peu d'autre chose que d'intelligence artificielle. Mais c'est un autre débat. L'intelligence artificielle au CES, dans les coursives, on en a parlé, ça c'est clair. Ah oui, on en a mangé de ces deux lettres, effectivement. Je me suis pas permis de mettre intelligence artificielle parce qu'il faut un seul mot dans l'abécédaire. Donc voilà, ça nous fait bizarre, on parle d'intelligence. Oui, voilà. Ce serait bien que tout le monde ait un cerveau, ça serait tellement plus pratique. Bon, mis à part cela, l'intelligence artificielle est un terme, moi, qui me sort par les oreilles. Mais on en a mangé, et à toutes les sauces, parce qu'effectivement, c'était les deux lettres magiques. Allez faire un tour sur le site du CES, vous avez des critères de recherche pour trouver des exposants, des marques, et dès que vous tapez AI, eh bien vous allez voir, la liste est vraiment imposante. Alors, c'est pas pour taper du sucre sur le CES, parce que, en fait, par cette petite chronique, j'avais tout simplement envie de vous dire que, eh bien, CES 2023, c'était quoi ?
C'était le métavers, et ça fait comme un soufflet qui est vite retombé. On a vite rangé les jouets, arrêté ces conneries, on est passé à autre chose. Tandis que là, on a amorcé quelque chose, à mon avis, qui va s'inscrire dans le temps. Là, du coup, j'ouvre une petite parenthèse. Restez jusqu'au bout pour écouter le dossier parce qu'on va venir sur un exemple concret d'intelligence artificielle. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, c'était assez amusant, si tu veux, si vous voulez, de se balader dans le CES pour voir ceux qui mettaient l'intelligence artificielle à toutes les sauces et ceux qui en faisaient vraiment usage. J'ai vu plein de choses. La liste est beaucoup trop longue pour la partager ici, mais s'il y avait un petit objet sur lequel j'ai été bluffé. Alors, je dirais pas que c'est tout à fait de l'intelligence artificielle, mais c'est futé comme ils ont monté ça. C'est un produit chinois qui s'appelle Time Kettle. J'ai eu la chance de le tester avec quelques confrères. On était plus d'une dizaine dans un salon privé chez eux. Vous imaginez une boîte d'allumettes plus longue que la normale, légèrement plus haute, et en fait sur une des parois vous cliquez et il sort un petit compartiment, vous avez 2 oreillettes pour chaque intervenant, et sur cette boîte il y a un écran, vous choisissez les paires de langage, donc par exemple dans le cas précis français et chinois, eh bien tenez-vous bien, j'ai discuté avec un Chinois de façon super fluide, puisqu'effectivement, cet objet doit être connecté. C'est là où il y a l'intelligence, puisqu'en fait, ils ont mis à disposition et ils ont créé un boîtier de traduction, d'interprétation directe, live, fluide. Et c'était complètement fou de parler à un Chinois qui me dit « Mais vous êtes sûr que vous voulez vous laisser langue parce que je pourrais dire n'importe quoi. » Je dis « Bah écoute, avec les questions que je vais te poser, je pense pas parce que si tu me réponds à côté, je vais tout de suite voir qu'il y a un bug. » Alors je me suis mis à converser avec cette personne comme on le fait maintenant. C'était complètement bluffant. Alors une voix de synthèse transcrit en live ce que dit votre intervenant et je lui ai demandé tout simplement quel était son plat préféré autre que chinois, et malheureusement la reconnaissance vocale a compris place et pas plat. Je sais pas pourquoi, il y avait un peu de bruit peut-être, et lui il me dit ben voilà, j'aime voyager, j'ai vu tel ou tel endroit, mais je préfère quand même mon pays, la Chine. J'ai dit non, peut-être que effectivement il y a eu un petit bug dans la reconnaissance vocale. Je te parle d'un plat à manger, un plat à déguster autre que chinois. Et c'est là qu'il m'a épaté, puisque le monsieur était assez érudit sur les aspects culinaires, puisqu'on a parlé de plusieurs de cuisines du monde, et il est arrivé sur la conclusion que la cuisine péruvienne était une des meilleures d'après lui, même s'il il a un petit faible pour sa cuisine nationale. C'est complètement fou. Et là, l'intelligence qu'il y a dans ce produit, c'est en fait d'être une passerelle avec les meilleurs outils de traduction. Il y a du DeepL, il y a d'autres choses. Il n'y a pas de Google Translate. C'est pas assez rapide, c'est pas assez fiable. Donc ils sont allés voir tous les acteurs les mieux placés pour chaque langue et ils ont créé cet objet. On s'est amusé pour la petite histoire, les interconnecter entre eux et on était plus de 8 personnes à converser en français, en allemand, en anglais. Il y avait même de nouveau notre ami chinois, mais il y avait aussi de l'italien et on était tous en train de se parler de façon totalement fluide avec un gadget qui n'en est pas un puisque il peut aussi servir pour les visioconférences. Voilà. On peut parler aussi de manière très fluide avec vous pouvez aussi parler de manière très fluide avec un Chinois dans un restaurant près de chez vous. Voilà, par exemple. Tout à fait. et son plat favori, c'est le vôtre. Donnez-moi le numéro. Voilà. Le 26. Voilà. C'est l'exemple du chinois. Mais ceci dit, ça marche avec toutes les langues, j'imagine. En tout cas, les plus on s'est amusé à... On s'est amusé à tester l'allemand, on s'est amusé à tester l'anglais, on a essayé le suisse-allemand, mais là, c'est moins évident. Oui, mais c'est rugueux. C'est rugueux. C'est rugueux. Il y a une des personnes présentes qui s'est mise au coréen. Enfin, c'était bluffant de fluidité. Et c'est peut-être là les pistes qui méritent les étiquettes d'intelligence, parce que j'ai trouvé le produit futé, puisqu'en fait, c'est une passerelle qui va taper dans les meilleurs outils du moment pour pouvoir proposer une expérience utilisateur qui peut-être nous donneront plus envie d'apprendre les nouvelles langues, d'apprendre les langues. Oui, exactement. Ceci étant dit, ça répond à un vrai besoin quelque part, ce genre d'outil, parce que c'est très bien de parler des langues étrangères, mais tout le monde n'est pas doué dans les langues étrangères. Il faut être, moi par exemple, je suis nul, vraiment. Mais voilà, et pourtant.
t'as des choses à dire et t'as envie de communiquer aussi avec des gens d'autres cultures, d'autres pays, et c'est dommage que la langue reste une barrière à ce niveau-là. Si la technologie peut aider, je dis bien aider, peut-être pas remplacer, hein, mais aider, c'est déjà pas mal. Je voyais l'index d'Aurélien se lever à un moment donné. C'était ton index, hein. Oui, il y a une question que je me posais, c'est alors une question pure tech. Hein. Thierry disait une taille d'une boîte d'allumettes, et puis donc il y a la place pour les écouteurs, donc je suppose que ça fait moins que la boîte d'allumettes. Tout donc la reconnaissance, la transcription, tout ça c'est fait dans la boîte ou c'est fait dans le cloud? Enfin, alors dans le smartphone ou voilà. Quand je parlais de la taille de la boîte, on est sur peut-être 3 boîtes d'allumettes, l'une en longueur après l'autre, à peine plus haute. Et puis effectivement, il y a de la place pour ranger les 2 oreillettes et avoir un écran. Donc il y a une partie du calcul, je sais plus si c'est la reconnaissance vocale qui se fait dans ce boîtier, mais il faut être connecté pour effectivement permettre l'interprétation de ce qui est fait. Alors, c'est clair, pendant le CES, se connecter à la 4G, voire la 5G, le Wi-Fi, on oublie, il n'y en a plus parce qu'il y a trop de monde. C'est un problème, mais on est arrivé à avoir des conversations fluides malgré ces problèmes de connexion, puisqu'effectivement, il faut cette connexion pour déplacer les calculs. Il y a une partie des calculs qui doit être fait ailleurs, mais c'est un sacré défi technique aussi, parce que les latences et tout, ça doit être horrible à gérer. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, et pourtant, parce que c'est vrai que tout le monde dira, l'intelligence artificielle, ça marche avec mon smartphone tant que je suis connecté à Internet, ça marche avec mon ordinateur, avec ma tablette, etc. On verra dans la suite de cet épisode, un peu plus loin, qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être connecté pour que on puisse avoir accès à une intelligence artificielle. Et il y en aura un dans notre dossier cette semaine. Tu voulais compléter l'information, Thierry, et puis après on passe à la suite. Oui, pour tout de suite pas me mettre à dos des commentaires, pour pas non plus faire l'amalgame que l'intelligence artificielle doit être connectée. J'ai vu dans le monde de l'industrie, principalement dans le monde des capteurs, j'ai vu des caméras, j'ai vu des lidars, j'ai vu plein de choses où effectivement on est capable d'embarquer dans de très petits appareils cette puissance de calcul pour en fait dédier un usage et ainsi embarquer. Ça a été très souvent le cas du côté de la véhicule tech, puisqu'on a des tonnes d'équipementiers qui viennent avec des solutions qui viennent comme ça se greffer sur tel ou tel véhicule, tel ou tel usage industriel. Donc il y avait les deux écoles, et puis en marge de tout ça, bien sûr, quelques stands, quelques pavillons qui bullshitaient sur le fait qu'il y avait tout d'un coup de l'intelligence artificielle. C'était le buzzword, mais aux 2/3 quand même avec du concret. Il y avait des choses, quoi. Ouais. Il y avait des choses. C'est quand même d'où je reviens là-dessus. Bonne édition du CES, du coup, hein, parce que effectivement, ça n'est pas resté qu'au niveau du buzzword. On a fait le tour de l'intelligence, pour l'instant en tout cas, hein, parce qu'il y en a encore, évidemment, il y en a encore de l'intelligence. Mais d'abord, un peu de modélisation, puisque nous sommes à la lettre M. Exoways, j'imagine que c'est comme ça qu'on dit, modélise en 3D les villes avec très peu de capteurs. C'est du lidar. Exactement. C'est du lidar. Ouais. Exactement. On avait chroniqué il y a quelques mois que il y avait plus beaucoup d'acteurs du lidar. Bosch arrêtait et les fabricants de voitures commençaient notamment autonomes, commençaient à changer de techno parce que voilà, il y avait plus beaucoup d'avenir pour le lidar. Et je suis tombé sur cet article-là d'une startup Exoways. Alors, j'aime bien les Français, mais alors là, franchement, le nom de la boîte, j'ai mis du temps à comprendre. Alors, quand vous regardez le logo, il y a XYZ dedans, et je pense que voilà, ils ont voulu. Un petit truc avec Way. Ah, peut-être Waze aussi. Je me suis demandé parce qu'il y a de la cartographie. Peut-être. Donc, bon. Donc c'est une start-up française qui était à Las Vegas et qui permettait aux journalistes, en l'occurrence de Numérama, je crois, l'article que j'ai relevé, d'aller faire un tour dans une voiture qu'ils avaient louée, tout à fait standard, et sur lesquels ils avaient installé 2 lidars. Un, grosso modo, qui scannait dans un plan horizontal, et l'autre qui scannait dans un plan vertical.
Et en fait, ces gens-là ont mis au point des logiciels, enfin un ensemble, un SDK, un logiciel, qui, à partir de n'importe quel lidar du marché, va venir cartographier, suivre des objets et permettre à des boîtes de monter des véhicules autonomes de manière hyper rapide à prototyper et hyper, voilà. Donc en fait, ils fournissent la couche logicielle entre les capteurs et des systèmes de décision du véhicule autonome. Donc, comme je l'ai dit, ils se servent uniquement de 2 lidars et les journalistes étaient vraiment impressionné par le niveau de détail, bluffé par le niveau de détail qu'on pouvait avoir juste avec 2 capteurs. Il prenait l'exemple suivant. Quand vous prenez Google, vous voyez une couleur verte là où il y a des arbres. Eux, ils vont jusqu'à dénombrer le nombre d'arbres. Ils modélisent les lampadaires, ils modélisent les abribus, les bancs, tout ce genre de petits détails du mobilier urbain. Et donc ils amassent une data assez impressionnante. Et donc grâce à alors ça m'a aussi ouvert les yeux sur la technologie, enfin sur la technique du SLAM. Alors vous irez jeter un œil. Grosso modo, ça n'a rien à voir avec de la chanson. Je t'arrête tout de suite. Grand corps malade. Non, je l'ai vu venir, mais non. À partir du moment où vous avez une carte type Google Maps et que vous avez des données d'un lidar, cette technique-là vous permet de fusionner l'ensemble ou une caméra, les croiser, et en fait de l'ensemble de la fusion de capteurs, vous obtenez plus d'informations que la somme de tous les capteurs que vous aviez, puisque vous pouvez recouper, recalibrer vos lidars, enfin voilà, vous pouvez vraiment et donc vous irez regarder sur le site de X-Waze, vous avez des vidéos, notamment des vidéos où on découvre une ville. En fait, tout est noir, la voiture avance, et en fait, la voiture avance dans une rue. Imaginez qu'il y a un moment, il y a un croisement. Et ben en fait, elle va commencer à cartographier les 2 rues adjacentes, puis elle tourne à gauche, et en fait, la carte s'illumine au fil du trajet de la voiture, et en fait, vous n'avez même pas besoin d'aller dans toutes les rues, puisque avec la portée des lidars, vous arrivez à aller très loin dans la cartographie des moindres éléments d'une rue. Donc au fond des garages des gens. Alors, par exemple. Je n'ai pas parlé des aspects vie privée, mais c'est possible. Oui, non, mais c'est sûr. Par contre, c'est puissant quand même. Ouais, c'est très puissant. Ben non, mais dans l'article là, il compare aussi par rapport à ce que Google Maps et puis Apple a des voitures là, je sais plus comment ça s'appelle, Apple, la cartographie d'Apple. Apple Maps, Apple Plan, Apple Maps, Apple Plan, merci. Ou Plan. Donc ils ont des voitures très lourdement équipées en termes de capteurs, et donc voilà, c'est un moyen. On est en train de downgrader la techno sans perdre la finesse de tout ça avec une nouvelle techno, et je trouve ça super intéressant, et ça ouvre des business et des perspectives pour pas mal de boîtes. Je trouve ça très intéressant. En tous les cas, allez voir les vidéos, elles sont vraiment bluffantes. Je vous le conseille, effectivement, il y en a pas mal. Et alors, comme ça, c'est pas esthétique, hein, c'est pas fait pour l'être d'ailleurs. C'est juste, on voit les lignes, les courbes, on comprend que, voilà, par ombre portée, on comprend qu'on est le long d'une route où il y a des lampadaires, des arbres, comme tu le disais. C'est pas esthétique, mais ça permet de comprendre comment le système fonctionne et comment ces informations qui sont des points vont pouvoir être interprétées par contre une application peut-être de reconnaissance de trajet, ou enfin peu importe de quoi. Ça, c'est à vous à l'imaginer après. Eux, comme tu disais, fournissent les outils de base, et après on se débrouille avec, quoi, en gros. Ils arrivaient même, vous prenez, il y avait un hôtel qui avait une enseigne, vous voyez, avec des grosses lettres là. Avec le lidar, on pouvait lire parce que c'était en relief. Le nom de l'hôtel. Parce que c'était en relief, oui, forcément. Mais en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est la granularité des points et la discrétisation du système. C'est vraiment bluffant, et voilà, je commence, avec ce type de capteur et la fréquence la bande passante de ce type de capteur, on peut commencer à penser qu'une voiture autonome peut avoir
des réflexes qui peuvent s'approcher des réflexes humains, quoi. Et on revient à ton intro, puisque l'API sera bientôt disponible sous Python. Donc, autant le savoir. Bah oui, voilà, c'est si vous développez en Python. Je n'ai pas lu le livre, mais je n'ai pas non plus testé l'API. Voilà. On a du boulot pour cette semaine, non, ça va être compliqué. Là, mais... Il y a trop de et attends, on remplit la semaine prochaine. Je n'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai. Vous allez en manger du suisse et du français, ça c'est clair. On a été au bout de la modélisation, on peut passer peut-être à la suite. Avec la lettre V, comme verge. Enfin... il a osé, il l'a fait. Ah oui, mais en plus de ça, tu lis litre. Quand tu mets la main sur ta future moto. Voilà. Je sais pas pourquoi tu as mis ce V comme... voilà. Mais tu as vu une moto, Thierry, une petite moto. Oui. Si c'est celle à laquelle je pense, t'es tombé amoureux d'une petite moto qui est pas belle. Hein. Faut dire ce qui est, faut être honnête. C'est pas joli, mais c'est compact. Alors, je vois que tu veux parler de la Honda Moto Compact. J'aimerais en avoir une, mais c'est pas de celle-ci dont on va parler, puisqu'effectivement, elle s'appelle vraiment comme ça, Verge. D'accord. Discussion faite avec les tenanciers du stand, que j'ai adoré parce que c'est des vrais punks. Je leur ai dit, mais vous savez qu'en français, ça veut dire un truc. Oui, on sait. T'as été chercher l'autre accessoire avec la petite boîte avec les oreillettes, et tu leur as dit, ça veut dire ça, et puis ils ont dit, ouh, les gars. Non, alors, ils sont très au courant de ce que ça veut dire. Ah bon, d'accord. Ils ont trouvé ça très drôle de garder le nom. Ce sont des Européens, Finlandais, ou Finnois. Mais Renault sait le faire aussi, hein. Ouais, voilà. Il y a une histoire avec le nom d'une voiture comme ça. Bon. Ouais. Donc Verge existe vraiment, c'est une vraie marque qui est un peu excessive en matière de prix, mais il y a un point commun avec c'est pour ça qu'il a aimé. Ce qui est bon et cher. Hein. Non, mais il y a un petit point commun avec le sujet d'avant, parce que vous verrez que les lettres se suivent dans cet ABC. Oui, c'est fou. Voilà. Il y a du lidar sur le modèle qu'ils ont appelé, je sais plus combien, machin truc, 360. Alors pourquoi 360 ? Alors il y a plein de journalistes qui se plaisent à dire que maintenant, ça y est, il y a une moto Tesla. Pourquoi ? Parce qu'elle est bardée de capteurs, il y a du lidar et il y a des caméras. C'est la première moto au monde qui fait un truc tout con. Eh bien, vous fournir une image à 360. Elle roule super bien malgré sa roue qui n'a pas de moyeu à l'arrière. Ils ont poussé à mettre un petit accessoire comme la suite du pare-choc qui est fixé à cet élément central. Il y a du brevet là-dessus et il n'y a aucune perte de puissance puisqu'on est sur de l'électrique. Ils sont très futés parce que les batteries sont très basses. On est sur la motorisation qui est bien centrée par rapport au centre de gravité. Ça en fait un bijou technologique qui est incroyable. Nous, en Suisse, on appelle ça le boyon, hein, vous savez, le réservoir. Eh bien, vous allez pas mettre d'essence dedans, mais vous allez avoir un écran en mode portrait qui est assez imposant, qui résiste bien sûr aux intempéries et qui vous fournit, par exemple, toutes sortes d'informations routières, en plus de l'écran du tableau de bord. Et vous aurez le loisir de voir votre moto sous tous les angles pour voir si une voiture se rapprocherait pas trop dangereusement de l'arrière de votre véhicule. Et c'est là où je me suis marré en disant au monsieur très sympathique, oui, mais en même temps, avec la puissance qu'il y a sous le truc, je doute qu'une voiture puisse s'approcher à quelques centimètres d'un tel engin. Un engin qui est horriblement cher puisqu'il dépasse pour la plupart les prix des voitures électriques également, puisqu'on parle de plus de 50 000 € pour les premiers prix et ça va jusqu'à 60 et quelques. C'est super beau, c'est super bien pensé, j'ai adoré et je vous explique même pas, il vous faut vous scotcher les mains au poignet pour faire le 0 à 100 en même pas le temps de faire une ponctuation, tellement c'est instantané. C'est l'électrique. C'est la folie. C'est ça, notre ami Aurélien t'expliquera pourquoi c'est possible avec de l'électrique. Bah oui. Voilà. Oui. Un bel objet qui sera en vente. Voilà, il sort avant cet été sur le marché européen. Ils sont venus ici gratter le marché américain. Je suis persuadé qu'ils vont faire un carton malgré le positionnement de prix. Mais on va aussi pouvoir la trouver en Europe. Et c'est gentil, merci Marc de parler de la moto compacte ou moto compacto, je crois qu'ils l'ont appelée, de chez Honda. Il faut imaginer que c'est une valise dont on extrait un siège, un guidon,
une roue qui vient se coulisser à l'arrière. Alors certes, c'est pas super beau, on nous vend l'idée qu'on peut le décorer avec plein de pubs, mais j'adore le format parce que ça tient, pourquoi pas, dans un van. Et c'est électrique et avec une belle autonomie également. Pour revenir sur Verge, on parle de 200 à 400 km, de 250 à 400 km d'autonomie, 250 si vous roulez comme un bourrin sur les cols de montagne ici en Suisse. 400, c'est si vous faites pépère ou de l'autoroute ou du plat sur des vitesses constantes. On peut arriver à des très beaux résultats. Ça reste dans ce qu'on connaît sur les autonomies de bécane. On est plus ou moins en rapport. Il y a juste qu'effectivement, une bécane thermique n'est pas du tout dans cette gamme de prix. Voilà. Ouais, c'est clair. Il va falloir économiser. Je me suis quand même mis dans l'œil pour m'en rappeler un petit peu de cette espèce de petite moto. Moi, je l'aime bien. Honda est spécialisé là-dedans. Ils ont eu des modèles thermiques, de mini motos de toutes sortes. Mais celle-là, elle est rigolote parce que on dirait un cahier. Mais un peu grand. Mais, puis c'est du plastique. Ou un classeur, un gros classeur. Voilà. Et effectivement, je pense que alors, on change un peu de sujet là pour le coup, mais quand tu disais que c'était un complément à la van life ou au camping-car de manière générale, c'est vrai que de plus en plus, je le voyais encore cette semaine, j'avais regardé une vidéo à ce sujet-là, les camping-cars un peu âgés n'ont plus le droit de citer dans les villes, qui sont des zones de basse émission, comme on dit en Belgique, je sais plus comment ça s'appelle en France, où on ne peut pas venir polluer avec des véhicules un peu anciens, surtout diesel, etc. Et que donc on demande de rester garé dans les campagnes, là où l'air est pur évidemment, et donc du coup, pour rejoindre un centre-ville, pour aller faire une visite, etc., avoir un petit véhicule comme ça à portée de main, en plus là, vu la taille, on peut même en avoir deux, ça prendra 2 fois plus de place, mais ça prend déjà pas beaucoup de place à la base, donc ça peut se concevoir, et donc voilà, comme ça on peut rejoindre un endroit peu accessible peut-être, ou pas accessible dans un véhicule plus volumineux, donc c'est un petit complément sympathique, sympatoche. Je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter sur la grosse moto ou sur la petite moto, c'est comme tu veux. La grosse, c'est celle-ci. Non, ni l'une ni l'autre, non, c'est pas pour moi. Ça. Ah, ok, c'est pas, toi, c'est plutôt vélo. Hein. Moi, c'est plutôt vélo, ouais, effectivement. C'est comme un vélo, sauf qu'il n'y a pas de pédale. Oui, c'est ça, c'est le principe. Ce qui est intéressant dans le vélo, c'est les pédales. Ah oui, t'aimes te fatiguer, c'est pour ça. nous pas. Voilà. Ce qui explique notre longévité. Donc voilà. Vous irez jeter un œil, on vous met les liens. Comme toujours, évidemment, on regarde cette information dans cette revue de presse sous forme d'abécédaire, pas dans l'ordre, je tiens à le rappeler. Puisqu'après la lettre V, nous avons la lettre R. Ah oui, forcément. R comme rabbit. Ou L comme lapin, c'est comme on veut. Mais là, en l'occurrence, Rabbit, c'est la marque Rabbit R1. Ça, c'est un peu le truc qui rassemblait, enfin, quand on écoutait les avis des journalistes qui étaient présents sur place, tout le monde a tilté là-dessus, sur le Rabbit R1. Et très honnêtement, même s'ils ont beaucoup de talent, nos amis journalistes, j'écoutais d'une oreille un peu distraite, je dois le reconnaître, j'ai pas tout compris à ce truc. Et donc, tu vas nous expliquer, Thierry, à quoi sert ce fameux Rabbit R1, une innovation en rupture, paraît-il. Je laisse le micro à Aurélien. Merci. Ah oui, c'est juste. C'est le sujet d'Aurélien. C'est le sujet de... Non, mais je vais le prendre. Okay, mais je pense que Thierry doit avoir son opinion là-dessus aussi. Oui, je la garde après, ça marche. Désolé, j'ai failli encore tendre une perche où il ne fallait pas. Donc, une innovation en rupture, ce gadget, on dit aussi complément ou l'avenir du smartphone, mais tu vas nous expliquer pourquoi, Aurélien. Oui. Si en plus il y avait une batterie au nucléaire là-dedans, ça serait... Oui, c'est ça. Bref. Et de roues. Non, mais donc je remercie Sébastien Stormac, l'autre chroniqueur, qui a posté. Moi, honnêtement, j'avais pas entendu parler de ce truc, et il a posté sur notre veille la vidéo YouTube du patron. Je vais vous retrouver son nom, Jess Liu, L-Y-U, de Rabbit. Donc, il fait une présentation. Très intéressante de son objet, de son Rabbit R1. Donc, pour être concret, il s'agit d'un demi-iPhone. Donc, vous imaginez une petite boîte carrée, un peu épaisse, qui coûte $199. Déjà, je me suis dit, pour l'avenir du smartphone, l'avenir du smartphone n'est pas cher. Parce que, oui, c'est déjà bien.
C'est déjà bien. Donc, pour la petite histoire, c'est un buzz. Hein. Ils en ont fait 10 000 précommandes le premier jour et ils relancent 10 000 précommandes. Ils ont relancé 10 000 précommandes pendant le CES. Donc, c'est une start-up californienne qui veut réinventer le smartphone, réinventer l'assistant personnel. Alors, il y a de l'IA, évidemment, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'adore le début de la présentation où le patron dit aujourd'hui, on a des smartphones qui sont sous des OS et à chaque fois qu'on veut faire un truc, on doit avoir une app dédiée à ce truc-là et à chaque fois, on doit ressaisir notre adresse mail et on doit cocher des cases, naviguer entre des pages. Et j'ai écouté aussi le dossier sur l'UX de la semaine dernière, je crois. Non, la semaine d'avant. Et on se rend compte qu'en fait, ça peut être complètement repensé et on peut avoir un assistant qui n'est plus là pour nous donner des apps pour commander un billet de train, pour réserver un vol, mais qui est là pour faire l'action à notre place. Faire l'action. D'accord. Et c'est là où il parle de... On a parlé de ChatGPT et LLM, un Large Language Model, et là, ils ont développé le LAM, Large Action Model. Et là... D'accord. Il y a des démos qui sont réellement convaincantes, dans le sens où le device a un push-to-talk, un bouton comme un talkie-walkie, donc il ne vous écoute pas tout le temps, un écran. Je n'ai pas relevé les caractéristiques techniques de combien il y avait de mémoire et tout, on s'en fout. C'est pas, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'usage. Vous lui dites, vous appuyez sur le bouton, vous lui dites « Je veux réserver un billet de train pour aller à Paris demain ». Départ 8h en première classe, allez, ça existe encore, en première classe. L'objectif de la boîte, c'est qu'il va sur le site, il connaît, il utilise l'application qui va jusqu'au bout. Ouais. Et voilà. En fait, ils ont développé un OS qui s'appelle RabbitOS et un écosystème qui s'appelle RabbitHole qui se connecte à tous les aux applications dont vous avez besoin. Je sais pas moi, SNCF, ce qui est sur le smartphone, quoi. Uber Eats. Ouais. Et je pense pas que ça marche avec le smartphone. Je pense que c'est un truc indépendant. C'est autonome. Mais oui, c'est autonome. C'est là que moi j'avais un doute. Il va vous commander. Vous allez sur Uber. Il va vous commander une pizza telle que vous l'aimez, livrée dans 30 minutes, ainsi de suite. Il va faire le choix pour vous, il va commander et il va vous dire, vous en avez pourtant, validez-vous, oui, non. Vous cliquez sur valider et voilà, il n'y a plus tout le pathos qu'on a maintenant. Les plus addicts aux technologies, entre guillemets, vous diraient, ouais, mais ça c'est facile, il suffit d'avoir les connecteurs aux API, aux API. Ici, c'est sans API. Il l'utilise vraiment à votre place, il utilise l'application. Il pousse sur les boutons qu'il faut à votre place, quoi. Ouais. Exactement. En fait, il y a des visuels où vous voyez que alors ils ont un petit visuel où le lapin, il fait tout seul, il coche la case des conditions générales, il valide, il connaît votre carte bleue, toc, vous avez juste à valider et c'est fait. Et en fait, là où c'est très fort, c'est que le patron dit, là où le smartphone est fait pour faire gagner du temps, aujourd'hui il vous en fait perdre plein. Parce que vous allez commander un truc, vous allez sur le double authentification de votre banque qui va donner le machin, un truc et retaper le code. Faut retrouver l'application. Parce que des fois, Et donc, en tous les cas, je dis pas que je serai utilisateur, mais je trouve que ces gens qui essayent de reprendre l'usage de la page blanche et qui essayent de simplifier ou de reprendre la chose et de ne pas faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire créer son app, en plus multiplateforme. Enfin, aujourd'hui, quand vous créez une app, c'est l'enfer, entre iOS, Android et je vous en passe, c'est les meilleurs. Donc, je trouve que le concept est vraiment, vraiment intéressant. Il y a une caméra rotative, il y a ce push to call. Bon, j'ai déjà cramé tout le temps. Si vous avez une seule chose à voir, allez voir la petite vidéo. C'est un peu long. Oui, il y a une vidéo. Mais en tous les cas,
Ça, je l'ai pas mise. En tous les cas, mais elle est en lien. Moi, j'y vois déjà une application. Après, je passerai la parole à Thierry, qui a certainement eu le temps, dans l'avion de retour, de réfléchir à cet outil qui était vraiment... du coup, là, oui, c'est vraiment, on est dans la rupture. Je pense à ça parce que je travaille un peu dans le domaine de la vidéo à la demande, et toutes les chaînes de télévision et les plateformes ont chacune une application différente. Si on avait un outil unifié, mais qui va pas se mettre d'accord chacun, parce que ce sont des concurrents, évidemment, tous ces gens, mais qui permettent de dire, pour Madame Dugenou, de dire, tiens, moi je veux regarder telle chaîne, et l'outil va choisir la bonne application et va aller ouvrir l'application qui est celle de cette chaîne-là pour regarder la vidéo, et puis après je veux zapper sur une autre chaîne qui n'a rien à voir sur une autre application. Là, tu vois, ça commence à devenir intéressant dans l'usage. Ça va plus loin. Tu lui dirais, aujourd'hui je suis un peu, je suis pas très en forme, mais je suis un peu chafouin. Je suis chafouin. Mais moi une comédie humoristique en français qui dure pas plus d'1h20, avec, je dis n'importe quoi, avec Jean Dujardin. Et là, il va te dire, ah bah tiens, sur, je vais pas donner de marque, mais sur telle chaîne il y a ça, sur telle chaîne il y a ça. Il te donne 3 choix, tu cliques et hop, tu le vois. Ouais, c'est 117, voilà. Je veux pas donner de nom, mais... C'est plus long qu'1h20, mais de toute façon, la fin est mauvaise. Donc, je couperai à 1h20. On te coupera à 1h20, t'auras ton 1h20, tu seras content, et tu trouveras ça super. Si on te laisse regarder jusqu'au bout, tu vas pas avoir un bon souvenir du truc. Je vois d'ici les commentaires qui vont dire, on cherche à infantiliser les utilisateurs. Mais vous pouvez... Enfin, regardez la vidéo. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas une question d'infantilisation. C'est simplement une question de là, on parlait d'UX, d'usage. Mais du X, c'est que de l'UX. Et c'est juste magique. Et en plus de ça, en langage naturel. Donc ça parle, c'est le cas de le dire, à tout le monde. Thierry. Et l'écran, il est noir avec texte blanc, tu vois. Enfin, Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fioriture, ça c'est clair. Il y a pas Thierry. Thierry. Alors. Processeur Mediatek de 2,3 Go, 4 Go de mémoire, 128 pour le stockage, le tout dans un châssis arrondi conçu par Teenage Engineering, c'est des designers suédois qui ont travaillé sur le look, 2,88 ou 88 pour la taille de l'écran qui est tactile et qui est aussi en couleur. Le Rabbit apparaît effectivement blanc sur noir, mais l'écran est aussi équipé de couleurs. Vous avez du Bluetooth, bien évidemment, et de l'USB-C pour la recharge, et la charge tient plus ou moins une journée comme un smartphone normal. Voilà, exactement. Alors, que dire de cet objet? Moi, effectivement, merci Marc, on a fait un débrief au retour dans l'avion. Moi, je suis mi-figue mi-raisin. Je suis pas emballé parce que la promesse est très très haute de faire qu'effectivement, sans API, sans chichi, sans se casser la tête, on aurait un assistant à la Jarvis qui ferait tout pour nous. On en rêve, on aimerait, effectivement. J'attends de voir. Est-ce que je vais dépenser $200 pour tester la chose? Je sais pas. Je vais vous dire dans quoi j'ai investi par contre. Et puis l'autre bémol, c'est que pour le moment, effectivement, cette opération de crowdfunding, enfin sur les premières opérations, les premières opérations de vente, c'est de l'US pour, il faut se connecter à quelque chose. Donc il est mis avec un deal avec un opérateur. Est-ce qu'on peut changer la carte SIM pour mettre autre chose? Est-ce que c'est de l'iSIM et puis donc du coup c'est BZF pour il y a un emplacement SIM là, d'après ce que j'ai vu. Moi j'ai vu. Ok, d'accord. Pour moi c'est un demi-smartphone. C'est vrai que voilà, c'est. Alors non, il faut se connecter. Hein. Ça a besoin de se connecter. Et puis c'est l'enjeu. Hein, contrairement à ce que je pensais, il n'est pas compagnon d'un autre device. Il est autonome à ce niveau-là. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, exactement. Ça a été très difficile pour les quelques journalistes qui ont eu la possibilité de mettre la main là-dessus, de rencontrer ces gens tellement ils ont été pris d'assaut. Il y a un autre produit où on raconte que Apple a mis main basse sur un autre accessoire qui est amusant. C'est une housse, c'est une coque d'iPhone, qui fait clavier. C'est des anciens de BlackBerry qui ont fait ça. C'est en train de faire un tabac, tellement l'objet il est simple. Il faut imaginer que vous glissez votre smartphone et au bas de la housse, de la coque, vous avez un vrai clavier physique qui vous fait rallonger le smartphone. Revenons sur Rabbit.
J'aimerais bien le tester pour voir si effectivement la promesse de pouvoir interfacer n'importe quel type de service est vraiment au rendez-vous. Est-ce que, en fait, quand t'es bloqué, il faut utiliser l'écran tactile pour t'en sortir? Voilà. En attendant, j'attends mon Plod plein de questions. PLAUD. Il y a plein de questions. Voilà. Oui. Ouais. Plod qui est un boîtier qui peut marcher tout seul ou avec son smartphone. Il est compatible avec le MagSafe pour le coller derrière. Il va enregistrer des tonnes et des tonnes d'heures de conférences, de brainstorming, de meetings ou de conversations téléphoniques pour le synthétiser, le traduire, le résumer ou faire du mind mapping puisque ça marche avec l'IA derrière. Ouais. C'est un autre gadget. Mais on est arrivé avec mes collègues et moi à se dire, quand il y a un boîtier ou une technologie physiquement dédiée, c'est toujours le risque de voir si cet objet va continuer ou pas, parce que c'est une réalité. Il y a plein d'objets qui ont perdu leur papa, c'est pas parce qu'il y a un lapin, perdu leur c'est pas parce qu'il y a un lapin, mais je pense à Nabastag. Mais oui, je pensais exactement à ça. Qui est un écosystème en soi et que à un moment donné, le truc n'aboutit pas. Mais ceci est beaucoup plus en rupture que le lapin Nabastag, je trouve. Mais Nabastag, c'était quand même le première interface vocale. Pour la petite histoire, c'est sympa que tu relayes ça, puisque il y a des fous furieux, des adorateurs de ce lapin qui ont monté un projet sous Raspberry Pi pour pouvoir adapter un circuit. Ils ont relancé une campagne de financement. Ils ont 117 personnes qui ont acheté, qui ont précommandé sur 200. Donc on est tous en train d'attendre parce que tout compte fait, il y a peut-être pas assez de passionnés qui mettent quelques dizaines d'euros pour redonner vie à nos Nabastag. Mais c'est vrai que le papa de Nabastag est arrivé très tôt, le premier sur ce marché. Mais ça ne répondait pas à un besoin. Rabbit va... Tu vois, ici, ça répond à un besoin. Parce qu'on a trop d'applications, et il faut trop passer de l'une à l'autre pour faire des choses. L'exemple du paiement avec son compte, machin, etc., sa double validation. Ici, si effectivement, ça répond à la promesse que l'on retrouve à peu près dans tous les articles. Alors moi, je suis curieux. Je voudrais bien voir comment ça fonctionne et effectivement, si c'est fiable, etc. Il faut regarder la démo, mais ça reste une démo. Je suis d'accord. Voilà. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien? Oui, pour conclure, je voulais dire, faites attention. Des fois, en France, on dit souvent le lapin, il tue le chasseur. Mais qu'il est drôle. Ce matin, un lapin. Oui, merci, ça va. Maintenant, on l'a tous en tête. Ça va rester comme ça. Voilà. C'est malheureux, mais c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. En tout cas, on aura parlé du R1, du Rabbit R1, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler s'il y en a un qui nous tombe sous la main, ou à nous, nos confrères de confiance, pour voir un petit peu où ça va et comment ça fonctionne exactement, et si ça rend effectivement des services. Il y aura toujours des gens qui seront accrochés à leur smartphone traditionnel parce que ils aiment bidouiller, ils aiment pousser sur les boutons, ils aiment chercher, etc., etc. Et il y a des gens pour qui l'informatique et ces outils ne sont pas une fin en soi. Ils veulent juste que ça fonctionne et que ce soit efficace et rapide et sans trop se poser de questions. Et ça répond. Alors moi, je me méfie aussi en tant que technophile de ces boîtes noires. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, comment ça marche, machin, etc. Mais c'est curieux et ça répond à un besoin, donc je pense qu'il y a voilà, ça suscite la curiosité de tout le monde et ça c'est plutôt pas mal. C'était un peu le truc vers lequel les regards se sont tournés durant cette période du CES, et ça en dit long. Si ça se trouve, c'est un pétard mouillé, on n'en parle plus dans 10 jours, mais là, comme dit Thierry, la promesse est très haute. Oui, c'est ça. On espère tous que ça va répondre à la promesse. Oui, vas-y. Et à propos de promesses, ils n'étaient pas exposants, ils n'étaient pas présents, mais ils ont profité du CES, ça y est. Apple Vision Pro sort le 2 février. Oui, c'était malin de leur part. Oui, c'est parce que du coup, il paraît que dans la première journée de CES, tout le monde parlait de ça. C'était je te le confirme. Donc voilà, et ça on aura certainement l'occasion d'en reparler aussi, parce que je rappelle qu'on avait fait un de nos premiers dossiers d'ailleurs avec notre copain Stuff qui développe pour ce device Apple, et donc on aura certainement l'occasion d'en reparler avec lui, puisque à l'époque il était développeur junior. J'imagine qu'à un moment donné il va devenir développeur senior, et donc il aura encore plus de choses à en dire. On a fait le tour, on a fini l'ABCDR un peu désorganisé, mais c'est pas grave parce que c'était intéressant. Alors on peut passer à notre dossier de la semaine.
On va parler start-up, Thierry, parce que tu as rencontré quelqu'un, justement, au CES, un de tes compatriotes, de ta région en plus, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu peux nous en dire avant que lui-même ne s'exprime, évidemment ? C'est une belle petite découverte dans le sens où on va, comme je voulais un petit peu teaser, reparler d'intelligence artificielle. Et dans les allées du CES, il y avait souvent cette préoccupation qui revenait comme sujet principal autour de l'intelligence artificielle, c'est la privacy, c'est la protection des données, c'est le fait de tout donner, de tout léguer comme ça à des OpenAI ou d'autres. Et c'est une véritable question que les entreprises se posent de plus en plus. Pour rappel, OpenAI et ChatGPT, c'est à peine une année et quelques. C'était novembre 2022. Voilà, et même pas une année et quelques. Voilà, c'est des vraies solutions, c'est des vraies attentes, mais aussi des vrais questionnements. Et du coup, j'ai réussi à trouver je crois, d'après son fondateur et son cofondateur et son CEO, en la personne de Hugo Flyac, une des rares ou peut-être la seule société qui vient avec une solution offline pour l'utiliser au sein même de votre entreprise, de votre organisation, pour pouvoir bénéficier de la force des LLM, de tout ce que ça amène comme avantage, mais tout en garantissant effectivement la protection de vos données. Alors je dis la seule, mais j'ai quand même rencontré une société française basée à Madrid qui vient avec une solution, en fait, elle vient s'intercaler entre votre requête, en l'occurrence le prompt, et l'acteur ou les acteurs qui pourraient choisir cet outil pour, par exemple, bien filtrer, retenir ou empêcher la divulgation de vos informations. Ne me demandez pas comment ça marche, mais voilà, on est dans cette réalité-là. Et avec Hugo, on fait la connaissance d'une solution suisse. C'est des anciens de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui se sont attaqués sur un projet qui a très vite grandi, qui arrive à maturité. Ils ont eu la visite, par exemple, de Intel. Donc, ils sont très, très fiers d'avoir attiré comme ça des projecteurs. Mais peut-être qu'on peut laisser Hugo nous présenter tout ça et se présenter pour faire connaissance avec ce qu'il a partagé durant cette interview. On est une société suisse, spin-off de l'EPFL. Et ça fait déjà 2 ans donc, que je travaille sur ce projet avec mes collaborateurs. C'est une société qu'on a incorporée cette année, quand les premiers clients sont arrivés. Et on a cette mission, si vous voulez, d'amener l'état de l'art en intelligence artificielle en local, sans partager aucune donnée avec l'extérieur. D'accord ? Donc ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ce problème de confidentialité extrême. Mais nous, on est sur des marchés de niche. Par exemple, vous en avez des exemples ici. Les banques, par exemple, sont des gens qui vont avoir de plus en plus de problèmes avec les services cloud dans le futur. On a les avocats, bien sûr, la police et la santé également. Il y a certaines spécialités en médecine qui sont plus sensibles que d'autres. La psychiatrie, par exemple. On travaille avec des psychiatres à Lausanne. On a travaillé avec la clinique L'Étoise aussi, sur un projet pilote. Donc le psychiatre, il commence avec papier-crayon. Et il fait ça toute la journée. Et le soir, il va passer 3-4 heures à reprendre ses notes. Donc là, ce qu'on amène ici, c'est une machine qui est une secrétaire intelligente, ou un secrétaire intelligent. Vous avez un micro multidirectionnel qui va comprendre qui dit quoi dans la pièce. D'accord ? C'est jusqu'à 10 participants. Et puis vous avez cette machine qui est un AI computer, comme le CEO d'Intel l'a mentionné mardi soir, qui contient énormément d'intelligence. Cette machine, elle va être capable de faire la transcription de la voix en texte, elle va être capable de séparer les intervenants, elle va être capable d'indexer les très longues conversations. Si vous avez essayé de mettre une très très longue conversation dans ChatGPT, ça ne fonctionne pas, vous avez un message d'erreur. Et ensuite, elle va être capable d'exécuter des instructions comme le fait ChatGPT. Donne-moi un résumé, extrais-moi les points clés de la discussion, ça peut être une discussion médicale ou corporate. Qui a décidé quoi ? Rappelle-moi qui a voté pourquoi. Très utile pour les boards également. Voilà. Et donc, notre proposition de valeur ici, et on est les seuls à le faire sur ce salon, c'est que tout se fait en local, sur la table, sous vos yeux. La machine n'est pas connectée à Internet.
Mais maintenant se pose la question de comment ça fonctionne, puisqu'effectivement, votre système est déconnecté du cloud, déconnecté de solutions en ligne. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un pipeline, hein, c'est plusieurs modèles d'IA en chaîne qui font d'abord la transcription. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas répéter, je sais que c'est enregistré. Mais donc, ce qui est difficile ici, c'est que vous devez prendre ces gigantesques modèles qui sont conçus pour tourner dans le cloud. Il faut savoir les compresser. Et quand on les compresse, ils hallucinent plus. Donc, il y a un compromis à trouver. Donc, par-dessus ça, vous devez les domestiquer, les fine-tuner, comme on appelle ça dans le jargon. Vous devez leur donner des datasets spécifiques pour qu'ils se comportent bien dans des applications réelles et pour les entreprises. D'accord ? C'est très facile avec ces modèles d'IA de faire des démos, des prototypes, mais quand on veut vraiment les utiliser de manière robuste et, disons, reproductible, là, c'est un petit peu plus difficile. Et particulièrement sur des machines comme ceci. Alors, comme votre solution technique est en local, déconnectée effectivement d'une solution cloud, comment je peux la faire évoluer ? Comment je peux lui adjoindre de nouvelles fonctionnalités ? Alors effectivement, c'est une machine qui est en local, mais c'est une machine qui se comporte comme un serveur néanmoins. Elle peut fonctionner complètement en cycle fermé. Dans ce cas-là, le client doit nous signaler qu'il souhaite recevoir les updates. Donc, ils vont recevoir via une newsletter, il y a une nouvelle version qui est disponible parce que vous souhaitez la recevoir. Donc là, c'est le client qui doit nous ouvrir l'accès pour qu'on le pousse l'update et ensuite on referme l'accès. Nous, on n'a aucune vocation à utiliser donner les clients et ni même à les voir. Elles sont stockées sur la machine. On n'a aucun business model autour des données clients. Le client devient propriétaire de ces données, c'est aussi stratégique pour nous. C'est-à-dire que ça nous simplifie la vie, on n'est pas sous-traitant des données au sens de la loi suisse, et ça nous simplifie énormément la vie. Donc le client est responsable de sa machine et des données qui sont dessus. On offre évidemment une solution de backup si nécessaire. Votre solution technique du côté du hardware a une forme particulière. Il s'agit effectivement d'un petit boîtier de PC. Est-ce que ces éléments-là, vous les maîtrisez pour un meilleur résultat ? Est-ce que ça fait partie justement de votre stratégie que de mettre à contribution correctement les ressources des machines sur lesquelles vous développez votre solution ? Alors là, il y a un form factor qui est le meilleur compromis entre puissance et taille sur cette table. C'est pour ça qu'on utilise ça comme machine de démo. Ça permet d'exécuter très rapidement dans un format qui est relativement compact. Ce qu'on fait actuellement, on teste d'autres machines de chez Nvidia, qui est un de nos sponsors, les Jetson par exemple, qui ne sont pas encore assez robustes pour l'instant pour qu'on les mette en production. Par contre, ce sur quoi on travaille, c'est ce micro intelligent ici qui est sur la table. On est en train de le rendre sans fil, pour qu'une même machine puisse servir soit plusieurs salles, soit une très grande salle de conférence, et puis qu'on puisse avoir plusieurs microphones en mode IoT. Ça, c'est ce sur quoi on est en train de travailler maintenant avec des ingénieurs en Suisse. On va avoir un joli micro qui est à notre marque, aussi pour le hardware. Donc on se focalise là-dessus. C'est un hardware qui ne va pas changer tellement au cours du temps. Par contre, ça va évoluer très souvent. Donc on ne peut pas se permettre de brander cette partie-là pour l'instant. Voilà. Mais dans le futur, toute la solution sera contenue là-dedans. J'en suis convaincu, d'ici 2 ans, on arrivera à faire ça. On aura un tout petit device qui sera capable de faire la même chose que cette énorme machine, énorme entre guillemets. On c'est par étapes, c'est bien. C'est par étapes, et on essaie de faire très attention parce que le matériel évolue très très vite et de ne pas se coincer dans une technologie. Où est-ce que se situent les difficultés à surmonter ? Est-ce que c'est du côté de l'enregistrement, du côté de l'analyse de ces enregistrements ou du côté du traitement de ces données pour, par exemple, les résumer, les réduire à leur simple expression ou en faire une synthèse ? Alors ce qu'on fait, c'est vraiment assez difficile, hein, parce que c'est un ensemble de difficultés qui interagissent les unes avec les autres. Donc on a eu la chance d'avoir des gens brillants qui ont travaillé avec nous. On a eu des stagiaires de l'EPFL brillantissimes. On a dû les former, bien sûr. Et on a eu beaucoup de chance. Et chacun a travaillé sur des petites parties avec nous, avec la supervision de notre CTO, Stefano Zamuner. Et donc, effectivement, la partie audio, ça a été un gros challenge de rendre la chose robuste. La partie modèle de langage et générative AI, ça a été très difficile aussi. Et maintenant, on a vraiment une solution robuste qui sort des résumés extrêmement pertinents, même sur des très longues discussions. Mais ça n'a pas été facile, je peux vous dire. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très facile de faire du prototype en IA. Il y a des gens qui font ça très bien. Mais quand il s'agit de passer en production et d'avoir de la robusteté, je répète pour la deuxième fois, c'est très difficile, et surtout quand vous avez un pipeline comme ça. À qui s'adresse votre solution technologique ? Quels sont vos clients ou les domaines d'application que vous voulez adresser avec votre solution technique ?
Donc là, on aime bien présenter ces 4 cas d'usage. On est actif actuellement donc dans la santé, on travaille avec des psychiatres. Les psychiatres, par définition, il n'y a pas d'examen clinique pour un psychiatre. C'est 1 heure, 2 heures de conversation avec un patient. Donc là, on a une énorme valeur ajoutée. C'est le professionnel de santé le plus intéressant pour ce type d'application. On travaille avec certaines grandes entreprises, notamment une banque en France qui s'appelle SFIL. C'est un organisme de financement public qui ne peut pas utiliser les services cloud pour la transcription. Donc ils ont une secrétaire. Ils ont des enregistrements manuels, elle va les écouter et transcrire. Il faut en général 1 à 2 semaines pour avoir le verbatim du board meeting. Donc ici, on va l'avoir le même jour grâce à cette technologie. Donc évidemment, ça leur change la vie. On a interagi avec la police, différents organes de police en Suisse, qui sont aussi intéressés. Pas pour tout de suite. Les policiers ne sont pas encore prêts à passer à ce genre de technologie, mais ça va venir. Et là, on a beaucoup interagi aussi avec des avocats qui travaillent dans le domaine de l'arbitrage international, où il y a des secrets industriels qui sont échangés. Donc vous voyez, ici, il y a des conversations sensibles à couvrir également. Et malheureusement, on ne trouve plus de professionnels qui sont prêts à faire la transcription manuelle. C'est de plus en plus dur de trouver ces gens-là. Donc ils vont malheureusement être remplacés par des outils d'automatisation dans le futur. Alors, pour tous ces domaines en tout cas, je ne recommande pas d'utiliser le cloud, et encore moins dans les années à venir. Le monde médical semble être le domaine le plus difficile à convaincre pour amener de nouveaux outils, de nouvelles technologies et mettre en place des innovations. Comment on fait pour convaincre ce type de métier, cette industrie, pour pouvoir les mettre à utiliser de tels outils tels que le vôtre ? Alors, il faut savoir que le médecin, actuellement, il utilise beaucoup les logiciels de dictée, notamment... Je dirais 8 médecins sur 10 avec qui on est interagi utilisent Dragon de chez Nuance. Dragon, c'est un logiciel qui date des années 90, qui a évolué avec le temps. Et ce que j'entends de leur part, systématiquement, je les cite, c'est que ce logiciel est un petit peu archaïque. Alors attention, je mets un bémol, c'est que peut-être je n'utilise pas la dernière version. Parce que je n'ai pas testé la dernière version. Mais vraiment, il y a une souffrance autour de ce logiciel. Ça, c'est ce qu'on entend systématiquement. Il y a le problème du prix également, c'est assez cher. Je sais que c'était racheté par Microsoft, donc ça va devenir un très beau produit, j'ai aucun doute là-dessus. Mais les médecins veulent qu'on les aide déjà au niveau de la dictée vocale. Donc ça, c'est des choses qu'ils font déjà actuellement. Donc nous, on est encore un peu plus en avance, c'est-à-dire qu'on arrive à structurer des informations sur la base de l'échange avec le patient. Ça, c'est la prochaine étape. Mais actuellement, ce qui intéresse les médecins, en tout cas les médecins de famille, c'est vraiment d'aller avoir un logiciel de dictée qui est capable de segmenter leur information et de pousser dans leurs logiciels, qui sont parfois très archaïques. D'ailleurs, on a développé un module pour ça. On a développé un module pour que l'intelligence artificielle lise l'écran et aille pousser dans les champs pour eux sans qu'ils aient besoin de toucher le clavier. Ça, c'est en bêta, il n'est pas encore en production. Vous êtes ici présent sur le pavillon suisse qui arbore cette fameuse couleur jaune cette année. Quelles sont les choses que vous avez retenues justement d'être parmi cette vingtaine? Il y en a plus de 26 startups qui sont accompagnées par la Suisse. Quels sont les principaux faits marquants que vous retenez en ayant exposé ici au CES 2024? Déjà, j'étais ravi de rencontrer mes collègues du pavillon. Je ne les connaissais pas tous. Ils ont des très belles technologies. Il y a dans tous les domaines, donc ça c'est formidable. Il y a beaucoup de gens qui font de l'intelligence artificielle aussi. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport aux autres salons où j'étais au GTEx à Dubaï récemment, c'est qu'on est énormément approché par les médias ici, ça j'apprécie beaucoup. C'était un peu moins le cas à Dubaï. Par contre, on n'était pas dans l'espace startup. On a rencontré énormément d'industriels, des investisseurs américains qui sont très intéressés à investir en Suisse. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a remarqué. On a rencontré, je pense, des dizaines d'investisseurs. Cette technologie les intéresse énormément. C'est le futur. Comme je l'ai dit, le CEO d'Intel, lors de sa keynote, l'a mentionné plusieurs fois. Le futur, c'est l'IA sur les ordinateurs personnels. Donc on y va tout droit. On a la chance ici d'être à côté d'eux, de Intel, Nvidia, tous ces géants Meta, Google qui sont présents et qui sont des acteurs avec qui on aimerait interagir dans le futur. Samsung, on a des gens de chez Sharp qui sont venus nous voir. C'est formidable, on est au cœur de ces technologies. Nous, on est entre hardware et software, donc on est ravis d'interagir avec ces gens et peut-être de les inspirer, et j'espère pas trop.
Être ici présent au CES 2024, est-ce que c'est incontournable? Est-ce qu'il faut hésiter? Est-ce qu'il faut réfléchir? Quels sont les arguments que vous partageriez avec celles et ceux qui, comme vous, accompagnent une technologie pour être accompagnés par la Suisse Tech, ou tout simplement être présent ici au CES avec justement la possibilité de présenter sa technologie? Il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Moi, c'est la 3e fois que je participe au pavillon suisse. C'est ce qui m'a amené ici, bien sûr, la 3e fois. Il n'y a pas à hésiter une seule seconde. C'est des frais très limités. On est soutenu par InnoSuisse en partie. On est financé par InnoSuisse. On a accès à énormément de gens. Le pavillon nous amène des acteurs sur nos stands. On a accès à des gens qu'on ne pourrait pas rencontrer si on ne faisait pas partie du pavillon, en tout cas pas facilement. Donc il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Et puis être au CES, c'est incroyable, c'est un énorme coup de pub. Moi je vois chaque post que je fais sur LinkedIn attire beaucoup d'attention parce que c'est un événement qui est connu à l'international. Et puis je terminerai sur le fait, et je l'ai publié sur LinkedIn au tout début, que moi c'était un rêve de gosse d'être ici. Vraiment. Moi je lisais ça dans les magazines quand j'étais gamin. Et j'aurais jamais pensé être ici, encore moins comme exhibiteur. Donc il n'y a pas à hésiter. Je recommande à tout le monde de venir ici. Merci beaucoup Hugo pour le temps dédié à cette interview pour les technos et bonne fin de CES. Merci beaucoup d'être venu. Merci Thierry. Merci effectivement Thierry et merci à ton invité, passionnant. Je sais pas ce qu'on a pensé Aurélien, il était très attentif Aurélien, il était devant sa télévision. Oui, comme ça. Je connaissais pas. Non mais c'est magnifique. Il y a du hard, il y a du soft. Le micro m'intéresse beaucoup. Et puis c'est vrai que le pipeline, le pipeline de d'IA qu'il fait, c'est assez intéressant. Franchement, et j'aimerais bien essayer. Franchement, j'aimerais bien avoir une démo. Et c'est vrai que les domaines d'application, il y a le juridique, mais je pensais au médical parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu le protocole d'une radiographie et tout en dessous, il était indiqué ce protocole a été rédigé vocalement et veuillez nous excuser si des erreurs se glissent de la phrase. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà là, il y a de l'interprétation, mais c'est juste de l'interprétation. Voilà, c'est du voice to text, mais comme quoi ça peut avoir un intérêt d'avoir une intelligence artificielle derrière qui va peut-être enrober les choses d'une autre manière, rajouter une couche d'informations supplémentaires, faire gagner du temps à tout le monde et voilà, c'est pas mal, effectivement. Super. Il y a des belles petites prouesses là-dedans, c'est le timecode sur l'état intervenant et puis cette fonctionnalité qui permet de dissocier qui parle, je trouve ça assez bluffant. Ils sont vraiment en train de travailler, Aurélien, sur le micro pour aller vers quelque chose d'encore plus léger et probablement qu'à terme, ça sera un appareil beaucoup plus petit, beaucoup plus portable. Mais ils défendent le offline qu'on peut après, comme il le disait, utiliser comme un serveur pour que tout ce patrimoine de données puisse être intelligemment utilisé. En tout cas, moi, je me réjouis de voir comment va évoluer C-Sky, puisque c'est peut-être comme ça qu'il faut le prononcer. Ça s'écrit CSKY.ai si vous voulez aller voir sur leur site, mais de toute façon, vous trouverez les ressources dans cet épisode. Voilà. On est au bout de cet épisode 430, c'est ça, hein? Je pense que j'ai tout effacé. Oui, c'est 430e épisode. Passionnant, évidemment, teinté de beaucoup de CES, évidemment. Ça va se calmer, hein. Je pense qu'on a commencé à parler de... vu qu'on est là la semaine prochaine. Ouais, je m'en doute. Voilà. Là, en fait, il faut savoir que Thierry, quand il va au CES, uniquement pour faire son marché de news. Voilà. Je vais rentabiliser tout ça. Il les rentabilise après. On va retrouver ces deux garnements la semaine prochaine. Certains vont dire « Oh non, encore ?» Bah si, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Fallait demander aux autres d'être plus disponibles. Bah oui. Plus compliqué que ça. C'est une question de planning, évidemment. Chacun a des emplois du temps, vous vous en doutez, très chargés. Et donc voici. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Thierry. Merci. Et on se dit donc forcément à la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. N'oubliez pas, comme d'habitude, les pouces sur YouTube, les étoiles ou les autres crédits que vous pouvez ajouter à notre podcast sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Merci à tous. À très bientôt. Salut. Attention, le plafond.